Bienvenue sur le podcast Les Chercheurs. Je suis Hélène Belly, j'interviewe des femmes et des hommes qui se sont penchés à fond sur un thème, une idée, un concept, au point d'y consacrer des années de leur vie, voire leur vie entière. Je m'intéresse à eux comme sujet, tout autant que leur objet d'étude. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre de plus qu'on ne sait pas ? Au fond, écouter et comprendre leur passion, c'est ce qui m'intéresse et je souhaite le partager avec vous. Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille Laura Carpentier-Goffre. Tu es sociologue spécialisée en sciences politiques. C'est en Amérique latine que tu as placé ton terrain d'observation avec un sujet qui nous concerne tous et toutes, quel que soit au final l'endroit de la planète, les violences patriarcales. Sujet pleinement d'anthropologie culturelle et politique fait d'intrications complexes. Ce sujet donc traverse tes pensées et tes actions, qu'elles soient universitaires, sociales et artistiques. C'est d'ailleurs par le biais de l'écriture que je t'ai découverte, parce que tu es la lauréate 2020 du concours d'écriture Sororistas. Dans ce podcast, je m'intéresse à tout ce qui participe de la construction d'une pensée approfondie, complexe et multisource. Et avec toi, ma ligne éditoriale est plus que respectée. Alors prenons ce temps pour appréhender ton travail et tes approches. Et Laura, nous sommes sur Paris, 14 avenue Ledru-Rollin. Tu nous accueilles tu nous décriras peut-être le local qui te sert pour tes activités. Et donc, ma première question de pure curiosité, c'est que tu as inscrit ton travail de thèse, thèse que tu as finie, que tu vas publier, thèse de 1000 pages. Et ton travail se déroule en Bolivie et au Pérou. Alors, pourquoi ce terrain de jeu en tant que chercheuse ? Alors, peut-être pour mieux comprendre, il faut remonter pas mal en arrière, puisque après le bac, j'ai candidaté dans plusieurs écoles et notamment à Sciences Po Paris, mais j'avais envie, déjà à ce moment-là, le campus qui m'attirait le plus, c'était celui de Poitiers, donc qui est rattaché à Paris, mais il y a ce qu'on appelle des campus délocalisés, qui sont spécialisés dans une aire on va dire géographique et culturelle du monde, et là c'était le campus Espagne, Portugal, Amérique latine. Bon, le choix des zones, des aires pourrait être questionné, mais en tout cas c'est vrai que déjà il y avait l'envie d'aller découvrir la diversité des cultures, des langues de ce continent. Enfin, c'était quelque chose qui était là depuis un certain temps en réalité. Et j'ai eu la chance d'être prise sur ce campus-là. Donc, en fait, pendant mes 2 premières années de licence, j'avais, je crois, 12 heures de langue par semaine, donc 4 d'anglais, 4 d'espagnol et 4 de portugais. Et donc, arrive la 3e année à l'étranger. Et en théorie, on a le choix entre une année universitaire ou un stage. Et pour moi, c'était inconcevable, ne sachant pas si un jour j'aurais à nouveau l'occasion de repartir aussi loin, d'avoir appris 2 langues qui sont parlés sur ce continent-là, et de n'être amené à n'en pratiquer qu'une, en fait, en apprendre vraiment qu'une, à partir que dans un seul pays. Et donc, on a réussi avec une amie de l'époque, qui est toujours une grande amie d'ailleurs, à scinder le stage en 2. Et donc, on est parti d'abord au Brésil ensemble, dans le nord-est, à Recife. Et après, moi, au départ, c'était la Bolivie qui m'attirait, et notamment en raison de tous les changements politiques qui étaient arrivés avec l'élection d'Evo Morales au pouvoir. Donc, ils sont partis le MAS, donc le Movimiento al Socialismo, qui est pas tout à fait un parti, mais bref, qui est généralement présenté comme le premier président indigène, c'est le terme qui est utilisé là-bas, de la Bolivie. Et donc, tout ce que j'avais pu en entendre à travers mes études, à travers donc les gens aussi avec lesquels je faisais mes études, je me disais, mais là-bas, il y a des choses qui bougent, en fait, concernant les injustices historiques, et donc notamment la colonisation. Il y a des choses qui sont en train de se passer, j'aimerais voir ce qui se joue là-bas. Mais au départ, j'ai pas trouvé de stage en Bolivie à distance. J'en ai trouvé un au Pérou, mais pour faire bref, mon séjour au Pérou, le premier, s'est pas très bien passé. Et entre-temps, il se trouve que mon amie avec laquelle j'étais partie au Brésil, elle était en Bolivie, elle m'a aidé à trouver un stage, et donc je suis partie en Bolivie. Mais j'avais quand même, je pense, l'envie de
revenir au Pérou plus tard pour vivre d'autres expériences que celles que j'avais été amenée à vivre. Et en fait, c'est notamment ce voyage-là en Amérique latine qui a commencé à dessiner en fait mon envie de travailler sur la thématique sur laquelle donc j'ai travaillé pour mon mémoire de master, qui était la domesticité en fait, parce que ça a vraiment été alors avec quelque chose d'assez naïf, et pourtant je viens pas d'un milieu très aisé. J'ai commencé à travailler l'été, j'avais 15 ans. Et j'ai notamment fait des ménages, des babysitting, etc. Mais arrivé au Brésil, sachant qu'on travaillait dans une favela avec des enfants, et que notamment chez certaines familles chez lesquelles on a été invité, de classe moyenne supérieure, pour le coup, il y avait la figure de l'employé de maison en tablier, et donc à chaque fois, c'était une famille blanche qui était servie par des femmes noires en tablier. Et voilà, assez naïvement, ça a été un choc en fait pour moi de me dire à quel point c'était encore d'actualité en fait, ce qui non pas que ça n'existe plus du tout en France, mais c'est quand même notamment chez la figure de l'employé de maison qui dort chez ses patrons est quand même extrêmement rare ici, alors que là-bas c'est chez les familles des classes moyennes et supérieures. C'est la norme, en fait. Et d'ailleurs, ça fait partie des attributs, plus ou moins, du statut social de ces foyers-là. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar. C'est vrai que tu nous indiques qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ces deux pays-là, on comprend mieux pourquoi, mais si on remonte un petit peu plus encore dans ton parcours universitaire, si on remonte ce parcours universitaire, qu'est-ce qui du coup t'a conduit à faire des études de sociologie et plus précisément de sociologie politique ? Alors les 2 premières années à Sciences Po sont assez, on va dire, pluridisciplinaires. On fait à la fois de l'économie, du droit, de la science politique, des langues donc. Et puis après, il y a de l'histoire, et puis il y a tout un tas de matières optionnelles. Et c'est vrai que déjà, quand j'ai eu la possibilité de prendre la sociologie en option, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Je pense que moi, c'était comprendre dès le début, et ça a toujours été ça, c'est comprendre pour faire changer, en fait. Enfin, en tout cas, pour contribuer au changement social. Et je crois que de manière, j'allais dire un peu paradoxale, pas tant que ça en même temps, mais le décalage entre moi, d'où je venais socialement, et les gens qui m'entouraient à Sciences Po, de voir tout bêtement, dès le premier jour, en fait, j'étais stressée. Parce qu'on arrive, on connaît personne, et puis en plus, c'était un événement dans ma famille, qui est quelqu'un qui soit admis à Sciences Po, même tout simplement une femme qui fasse des études supérieures. Enfin, la génération au-dessus de moi, en fait, elles ont même pas pu finir le secondaire parce que, comme disait mon grand-père, pas toi, c'était au mail. Ça veut dire au boulot, les filles, en fait. Elles sont pas supposées étudier. Et je pense que c'était pas une famille qui roulait sur l'or. Mais s'il y avait eu un garçon, je pense qu'on se serait débrouillé pour que lui puisse étudier. Donc voilà, j'arrivais avec ce bagage-là, toute stressée. Mais ce qui me rassurait, c'est de me dire « Oh, mais t'inquiète pas, tout le monde va être dans la même situation que toi. » Et pas du tout. En fait, la plupart d'entre elles et eux étaient... il y a beaucoup d'enfants de diplomates ou d'industriels. Et en fait, c'était beaucoup des gens qui avaient, étudié dans des lycées franco quelque chose, qui avaient énormément voyagé. Et en fait, ils avaient tous rencontré plusieurs autres personnes de la promo avant d'arriver. Donc, en fait, les seuls qui sont arrivés en connaissant personne, c'était les quelques boursières et boursiers, quoi.
Et ce décalage-là, de voir cet entre-soi des élites, en fait, moi, a vraiment contribué à ma prise de conscience politique que j'avais pas trop avant, à part j'avais déjà... on me traitait de féministe. Mais avant ça, j'étais encore dans... d'ailleurs, qui est le nom du documentaire qui retraçait la trajectoire de Christine Delphi. C'est « Je ne suis pas féministe, mais... » Et pendant un certain temps, ça a été mon axe de défense. Mais en fait, c'est finalement cette politisation-là, alors d'abord par, on va dire, la question de la classe sociale, qui m'a permis finalement de me sentir légitime aussi à me comprendre et à me dire féministe finalement. Mais voilà, ça a été vraiment cette entrée-là de voir. C'était un décalage, mais sur tous les plans, sur les plans de même des sorties qu'on pouvait faire, ou juste de la quantité de travail. Je les voyais avoir beaucoup de temps pour faire la fête, et puis moi j'étais obligée de bosser très très dur, puis de faire des petits boulots pour compléter la bourse qui arrivait quand elle voulait bien arriver, etc. Des moqueries sur le fait que j'avais un ordinateur prêté par l'école, mais tout simplement quand ils sortaient, l'argent qu'ils y mettaient, moi j'étais pas en capacité de le mettre. Et un exemple aussi qui m'a beaucoup marqué, on était dans un projet collectif qui était c'était une obligation de scolarité. En fait, il y avait des crédits, quoi, pas énormément, mais à la clé il y avait quand même des crédits. Et donc une des obligations du projet, c'était de récolter des fonds. Et donc, moi, j'ai assez naïvement proposé, je sais plus, de faire genre des crêpes et des cakes, un truc comme ça, pour récolter des fonds. Et ils m'ont regardé, mais avec un mépris. Et il y en a un qui a fini par lâcher, mais on va pas s'abaisser à vendre des gâteaux, je crois. Voilà. Et à la fin du semestre, ils se rendent compte, parce que du coup, la manière dont ils ont géré le budget, c'était que ils demandaient à papa, maman, est-ce que tu peux remettre 300 balles sur mon compte? Sauf que moi, 300 balles, c'est à peu près ce que je touchais dans le mois quand ça arrivait, quoi. Et à la fin du semestre, ils se rendent compte que ça ne marchait pas pour faire valider le projet. Et donc là, ils se réveillent, mais vraiment à la dernière minute. Et il y avait une projection de film à Sciences Po. Et ils disent, on va vendre du popcorn. Et donc, ils décident d'aller acheter, vu qu'il y avait vraiment pas de... il y avait zéro marge de manœuvre. C'était le lendemain. Donc, ils disent, pas grave, on va aller acheter à Monoprix. Et je sais pas si je vais réussir à expliquer tellement le décalage. Ce que j'essayais de leur expliquer, moi, c'est que si on achetait la matière première à Monoprix, on allait vendre pour pouvoir se faire une marge. Il allait falloir vendre tellement cher que les gens n'allaient pas acheter. Et que du coup, non seulement on n'allait pas gagner d'argent, mais qu'en plus, ça allait être à perte. Et en fait, ils ne comprenaient pas ce que je leur disais, et ils pensaient que c'est moi qui n'avais pas compris. Donc, sachant qu'on avait déjà fait, 1 ou 2 semestres d'économie derrière, quand même, que j'ai passé. Ils ont essayé de m'expliquer le concept de marge de profit, de bénéfice. Et ils comprenaient pas que ça, je l'avais compris, et que pour moi, c'est eux qui ne comprenaient pas. En fait, ce qui est notre quotidien quand on n'a pas beaucoup d'argent, qui est qu'on réfléchit au coût d'opportunité. Si je dépense, 8 € pour un petit paquet de popcorn, je vais pas pouvoir l'acheter pour un bien de première nécessité ensuite. Et il m'a fallu du temps avant de comprendre d'où venait le quiproquo. C'est que cet enjeu-là était inexistant dans leur vie, de devoir arbitrer, en fait, entre différentes dépenses. Et vraiment, ça a été un des moments... c'est une anecdote, mais le décalage était tellement grand, et de réaliser qu'en plus plusieurs d'entre eux, et c'est le cas, sont partis en administration publique, on fait l'ENA ensuite, me dire c'est ces gens-là qui ensuite décident pour les gens comme nous, et ça ne va pas. En fait, ça a été vraiment le début. Et donc, à partir de là, j'ai commencé aussi à me dire, mais en fait, c'est aussi les hommes qui décident pour les femmes, etc. Et donc, avoir une conscience politique, et notamment féministe, qui est allée de plus en plus en s'affirmant. Fallait nous voir suantes, en puanteur violente, de la mère à la fille, les cousines puis les tantes. Et plus rien à cacher ou concéder au vide, mais juste le désir d'aller prendre la place de celui qui décide, et d'infliger bien pire, conquérir l'opposé, tomber dans l'inverse et devenir l'ennemi jusqu'à en oublier l'oubli. Amazing Amazon, Amazing Amazon.
j'allais les voir souffrir en sacrifice ou martyr. L'homme enfant démembré dans nos ventres digérés. Effacer toutes les différences, l'écart et le non-dit. Aller boucher les trous, les remplir de sens comme un sang l'interdit. Couper nos attributs, nos mamelles superflues, puisqu'il est question ici de n'être plus que lui. Amazing Amazon. Voilà, c'est intéressant. Enfin, cette anecdote est extrêmement intéressante dans ton histoire de vie parce qu'effectivement, elle sous-tend effectivement toute ton approche. Et là maintenant, ce que je vais effectivement citer, c'est ton sujet de thèse. Je vais en dire tout l'intitulé parce que c'est toujours très intéressant d'avoir le véritable intitulé d'un sujet de thèse et que toi, en plus, son autrice ou son auteur, tu nous l'expliques. Alors, ton sujet de thèse, c'est domestiquer les femmes, privatiser l'État. Une analyse sociologique de la frontière public-privé au prisme des rapports ancillaires en Bolivie et au Pérou. Alors voilà, il y a plusieurs. Là, voilà, je préfère carte blanche, carte blanche au détricotage. Merci. Par Laura Carpentier-Goffre. Alors le premier point, je pense, c'est rapports ancillaires. Je pense qu'il est explicité à la fois parce que c'est un terme qui est pas connu et parce qu'en fait ça a été mon point de départ. Donc les rapports ancillaires, en fait, c'est les rapports entre historiquement les patrons et les servantes. En fait, ça vient d'un mot en latin qui signifie petite servante et qui d'ailleurs a aussi donné auxiliaire. Voilà, c'est le même mot. Donc c'est vraiment ce rapport-là, pour le placer dans un cadre plus contemporain, entre les employeurs-employeuses et les travailleuses domestiques. Et donc, comme je disais, c'était une problématique, qui m'a beaucoup marquée. Et la dureté, enfin, c'est notamment en Bolivie, en allant, je sais plus, il y avait la sortie d'un livre ou quelque chose comme ça, mais où j'avais écouté des récits de femmes travailleuses domestiques et où vraiment, je m'étais dit qu'il y avait besoin, toujours dans cette perspective-là, en fait, comprendre pour faire changer les choses, parce que pour moi, c'était mais atroce que des situations comme ça puissent encore exister aujourd'hui, avec des enfants qui sont placés dans des situations, enfin vraiment d'esclavage domestique et sexuel. J'y reviendrai après, et puis parce que la compréhension de l'articulation des deux a été plus longue que ça. Mais donc mon point de départ, c'était celui-là, et c'est ça que j'ai travaillé dans mon mémoire de master. Et donc où d'abord j'étais vraiment sur une approche finalement plus classique dans cette littérature-là, qui était sur comment s'articulent les formes de domination sur ces femmes-là et comment elles y résistent. Voilà. Mais j'ai reproduit pour moi dans ce mémoire de master et dans tout le début de ma thèse un des biais qui, pour moi, irrigue la littérature scientifique, donc sur les rapports ancillaires, qui est de ne placer la focale que sur le lien entre les femmes, entre les employeuses et les travailleuses domestiques, et en mettant l'accent quasi exclusivement, voire exclusivement, sur la dimension d'inégalité et de domination et de violence sur le plan du racisme et de la classe sociale. Et évidemment, il n'est pas du tout question ni même de minimiser cette facette-là. Elle existe bel et bien et elle est absolument fondatrice, déterminante. Elle traverse de part en part et structure les rapports ancillaires. Mais de fait, où sont les hommes ? Où sont les hommes ? Et de fil en aiguille, mais ça m'a pris du temps, et je vais peut-être y revenir après, parce qu'il y a eu là aussi en fait des éléments de ma vie, de ma propre trajectoire biographique qui ont été déterminants dans cette prise de conscience en fait de cet angle mort. C'est vraiment, il y a un angle mort. C'est que dans l'introduction, que ça soit d'un article ou d'un livre, il y a toujours une mise en place sur les enjeux intersectionnels, et donc où on dit bien que il y a une question de patriarcat aussi, et que le fait que ça soit l'épouse qui soit chargée disons du management domestique, bon, c'est bien parce que effectivement c'est quand même un peu son travail.
Mais c'est là, dans l'introduction, dans le cadre, et finalement, ça disparaît ensuite au profit, finalement, d'une analyse de la question du genre comme étant une simple variable descriptive et pas une variable analytique à part entière. Cette question-là est posée de manière très descriptive, et puis elle n'est plus interrogée ensuite, en fait. Et dans énormément de travaux, alors soit la question des violences sexuelles commises par les patrons n'est carrément pas mentionnée, ou alors elle est mentionnée, mais littéralement dans une note de bas de page ou entre parenthèses, donc le viol, cette peccadille qui ne mérite pas plus qu'une parenthèse quand même, ou alors, autre fait absolument édifiant et très significatif en réalité, dans la liste des violences qui sont commises par les patronnes, la manière dont les phrases sont tournées, en fait, on attribue aux patronnes les violences sexuelles qui sont commises sur les travailleuses domestiques, alors qu'en réalité, ce sont les hommes du foyer, que ce soit l'employeur, le patron ou ses fils, ou des amis aussi du patron, qui exercent ces violences-là. Et donc, disons simultanément à cette prise de conscience-là, j'ai réalisé qu'en réalité, il y avait comme une sorte de fossé, un hiatus entre la littérature scientifique des années 70 sur le travail domestique gratuit, donc sur l'exploitation des femmes par leurs conjoints, dans un cadre où il n'y a absolument pas, il n'y a pas la moindre rémunération, c'est contre un entretien, et qui, dans le cadre théorique de Colette Guillaumin, correspond à un rapport d'appropriation, et ce qui signe aussi la spécificité du rapport d'appropriation, c'est que c'est pas juste le travail de la personne on n'est pas juste dans une exploitation de la force de travail, c'est l'ensemble de la personne qui est approprié donc par un autre individu, et là très clairement la question du droit du mari d'accéder sexuellement au corps de sa femme est la preuve de ce rapport d'appropriation là. En tout cas, c'est sa manifestation la plus claire, la plus manifeste. Et donc, il y avait vraiment une coupure entre cette littérature-là et celle qui a émergé plutôt à partir des années 90, qui, disons généralement, s'ancrait dans une perspective plus intersectionnelle, souvent plus postmoderniste, avec donc beaucoup l'intérêt sur la dimension symbolique, etc., donc que je rejette pas du tout en tant que telle, mais qui parfois peut avoir tendance à évacuer la matérialité des rapports sociaux, et donc qui va notamment aller interroger ce qui se passe dans la littérature, etc. Et pourtant, je pense que la littérature a beaucoup de choses à nous dire. C'est pas du tout un rejet de cette approche-là. Mais il n'empêche qu'il y avait une rupture du dialogue pour moi. Au mieux, c'était mentionné à titre indicatif, un peu historique, puis bon, ça s'était dépassé. Et finalement, le fait que ça soit donc les employeuses qui se retrouvent à gérer le quotidien, du management, en situation en fait que moi je qualifie comme une situation de contremaître en fait domestique. Finalement, c'est considéré comme allant de soi. Et on a des termes du style, que ça soit dans la littérature scientifique ou dans des discours plus militants, mais que les bourgeoises délèguent le travail domestique à des femmes pauvres et racisées. Et en fait, cette formule-là, implicitement, en fait, elle contribue à reproduire, à donner du crédit, du poids au credo patriarcal selon lequel c'est bien le travail des femmes. Et du coup, moi, j'ai commencé à aller interroger ce truc-là, de dire, ok, elles le délèguent, mais ça veut dire soit elles l'ont choisi, soit il y a quelqu'un qui leur a refilé, en fait. Et d'ailleurs, et dans la littérature scientifique plus contemporaine sur le travail domestique gratuit, il y a quelque chose que je trouve assez édifiant aussi, c'est-à-dire que dans les années 70-80, donc on parlait d'exploitation domestique, déjà le terme est allé en s'euphémisant de plus en plus, on est allé injustice ménagère, mais injustice ménagère déjà, il y a une injustice un peu, mais shit happens, il y a des trucs pas chouettes dans la vie, donc il y a une injustice ménagère, l'oppresseur n'est plus nommé, ou un stade d'euphémisation encore plus fort, qui est le partage du travail ménager, ou éventuellement le non-partage quand on reconnaît qu'il y a un problème. Je veux dire, déjà, le partage, non seulement il n'y a plus d'oppresseur, mais il n'y a même plus d'oppression, il n'y a plus de problème. Formidable. Donc, même si
les écrits ensuite, à chaque fois, disent bien qu'il y a une inégalité, etc. Mais voilà, on a une disparition de l'oppresseur dans l'exploitation. Une exploitation, il y a un exploiteur et une exploitée en l'occurrence. Donc, ces mots-là, ils nous empêchent de penser la réalité et là aussi, finalement, de la même manière que sur la domesticité, le caractère pleinement contemporain de cette exploitation-là et le rôle actif qui est joué par les oppresseurs. Donc, en l'occurrence, en la matière, dans le couple hétérosexuel, ce sont les hommes. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout change, et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier. Il balaye, et bientôt, quelle merveille, il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout bouge, et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine. Fait la plongée, il essuie. Et notamment quelque chose qui est très intéressant. Alors il y a deux grands courants contemporains de la littérature scientifique sur donc les inégalités concernant le partage, je vais garder là ces termes-là, le partage des tâches ménagères dans les couples hétérosexuels. C'est soit c'est une question économique et du coup on laisse les femmes faire parce que les hommes comme par magie, et là aussi ça n'a rien à voir avec les hommes, gagnent plus sur le marché du travail, donc on renvoie à l'extérieur la responsabilité, et comme si cet extérieur-là était quelque chose là aussi complètement extérieur, c'est une extériorité du foyer et une extériorité des hommes, une double extériorité qui font finalement il n'y a pas de responsable dans le couple. Et là c'est pareil, finalement les femmes et les hommes se retrouveraient à arbitrer à parts égales face à cette situation-là. Et l'autre, c'est en termes d'identité, et que ça serait une manière de performer son identité, et que finalement les femmes, elles auraient du mal à lâcher parce que ça fait partie de leur identité de femme, etc. Oui, je l'adore cette théorie-là, parce que, et à côté de ça perturbe personne que cette identité-là, manifestement, dès l'heure où elles ont la possibilité de leur fourguer ce travail-là, elles sont manifestement, ça n'a pas l'air d'être à ce point un pilier de leur identité. Et donc il y a un truc fabuleux qui permet en permanence de blâmer les femmes, c'est que quand c'est dans le couple et que c'est elles qui se tapent tout le sale boulot. D'ailleurs ce terme-là, sale boulot, il est énormément utilisé quand on parle de la domesticité, mais d'un seul coup, alors que c'est le même travail, récurer les chiottes, qu'on soit une employée domestique ou qu'on soit une maman. C'est mettre les mains dans la merde. Pardon de le dire comme ça, mais le mot sale, le concept de sale boulot n'est jamais, en tout cas je ne l'ai pas croisé dans les milliers de pages que j'ai lues, utilisé quand il s'agit des conjointes, des épouses, des mères. Bon, il y a la socialisation masculine, mais avec une espèce de symétrisation en fait, où il y aurait une espèce de partage égalitaire des responsabilités dans la répartition inégalitaire du sale boulot, ce qui donc, c'est un non-sens sociologique pour moi. Une responsabilité égalitaire dans l'inégalité, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, c'est elles qui délèguent le sale boulot. Donc à l'inverse, quand c'est elles qui vont se retrouver en position de dominante, là c'est intégralement leur faute. Et dans tous les cas, les hommes n'ont aucune responsabilité. C'est soit leur socialisation, soit leur salope de bonnes femmes, de bourgeoises qui vraiment se prélassent dans un confort immodéré. Et ce truc-là, d'ailleurs, Christine Delphi l'avait déjà très bien analysé dans les années 70. À chaque fois que je relis le texte « Nos amis et nous », je suis impressionnée par le caractère... il a 40 ans, ce texte. Il n'a pas vieilli, il n'a pas pris une ride. Même les blagues qu'elle fait et les choses qu'elle a anticipées, c'est exactement ce dans quoi on se trouve aujourd'hui. Et donc, c'est une très longue explication, mais pour dire, cette espèce d'angle mort de la littérature scientifique et le substrat de misogynie intériorisée qu'il y a derrière, parce que ce sont beaucoup des femmes féministes qui ont produit toute cette littérature-là. Et moi, la première, mon propre mémoire de master est complètement porteur de ces angles morts-là. C'est que cette question des violences sexuelles, elle est au cœur de mon autre projet de vie,
parce qu'en parallèle de ma thèse, j'ai cofondé une compagnie de théâtre d'éducation populaire féministe et qui est vraiment spécialisée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à travers différents outils du théâtre. Donc pour faire court, les principaux outils qu'on a, c'est théâtre de l'opprimé et l'outil le plus connu du théâtre de l'opprimé, c'est le théâtre forum. On a les conférences gesticulées. Éventuellement, je pourrais peut-être expliquer un peu plus de quoi il s'agit. On a des ateliers, mais qui mobilisent quand même toujours beaucoup le corps et le jeu, dans tous les sens du terme, et les contes. Voilà, donc j'y reviendrai peut-être. Mais c'est au cœur de ma vie, et il y avait un cloisonnement, mais étanche, entre ce que je faisais et ce à quoi j'avais décidé, parce que déjà à ce moment-là, quand on a lancé la compagnie et que je me suis dit ça peut marcher, j'avais décidé de finir ma thèse, mais que mon projet de vie, ça serait celui-là. Pour autant, sur mon terrain, j'étais aveuglée aussi, et je pense qu'il y avait quelque chose où à la fois, on en discutait un petit peu tout à l'heure, mais il y avait un biais, ce biais dans la littérature scientifique en fait s'est transformé dans ma pensée en biais d'ancrage mental qui faisait que du coup il y avait des sortes de biais de confirmation en fait, c'est-à-dire je trouvais ce que je cherchais. Et j'avais arrêté je ne voyais plus alors que c'était sous mon nez. Et ce qui vraiment m'a beaucoup marqué, c'est qu'en reprenant, à partir du moment où j'ai eu ce déclic, ces prises de conscience, parce qu'en réalité, il y en a une qui en a entraîné plein d'autres derrière. Mais à partir du moment où je les ai eues et que j'ai commencé à relire des choses que j'avais lues pendant mon master ou en tout début de la thèse et à regarder ce que j'avais surligné ou pas, mais c'était comme si je ne voyais pas, pourtant dans des récits, que ça soit des récits, moi, que j'avais eu des entretiens ou des récits, je sais pas, dans des récits autobiographiques, etc., d'autres interviews. Ces questions-là, je voyais pas, il y avait une part de moi qui ne voulait pas voir cette omniprésence de la violence des patrons. Mais en fait, je pense que le point de départ pour aller ensuite expliquer donc ma thèse, c'est que moi-même, dans mon cheminement scientifique, ce sont aussi des événements à la fois d'ampleur même pas nationale, c'est continentale, voire mondiale, et des événements de ma vie qui m'ont amené à des prises de conscience. Et il y a notamment eu donc en 2016 le mouvement Ni Una Menos en Amérique latine, donc qui a été un peu l'équivalent de MeToo, chez nous, mais avec un an d'avance. En 2016, alors c'est parti, je crois, d'Argentine, si je dis pas de bêtises, et donc Ni Una Menos, ça veut dire pas une de moins, et le point de départ, c'était une mobilisation contre les féminicides. Mais en fait, il y a eu une grande prise de parole, des femmes sur les réseaux sociaux et dans la rue ensuite, sur, d'une manière générale, les violences patriarcales et donc notamment aussi les violences sexuelles. On est sur un mouvement féministe où il y a une remise en question beaucoup plus profonde des structures sociales patriarcales. Et donc, cette mobilisation, il se trouve que, alors je peux pas trop rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvée à porter la parole d'une amie qui a été violée au Pérou. Par respect pour elle, j'en dirai pas plus, mais ça a joué dans ma prise de conscience tout ce qu'elle a subi, tout ce que je l'ai vu subir, et dans l'accompagnement de cette femme-là, voir les points, énormément de points communs avec les récits de travailleuses domestiques, finalement, ou l'idée qu'il y ait des femmes qui seraient bien reçues parce qu'elles seraient privilégiées, qui seraient bien reçues au commissariat, qui seraient bien prises en charge, en fait que leur souffrance à elles en tant que victimes serait prise en compte. Moi, vraiment, à ce moment-là, ça a volé en éclats, et ça a vraiment achevé de voler en éclats pendant cette fameuse, c'était en août 2016, il y a eu une manifestation énorme à Lima, mais énorme. C'était la plus grande manifestation depuis celle des Cuatro Suyos, donc qui a mis fin au régime autoritaire de Fujimori, donc en 2000, je crois que c'est ça, 2000. Et c'était donc une manifestation d'ampleur, mais extraordinaire. Et en fait, les cortèges de départ se sont complètement déstructurés. Et je me suis retrouvée finalement à entendre des récits de femmes et aller voir discuter entre elles de femmes de milieux sociaux très variés, et dont certaines
étaient travailleuses domestiques, certaines migrantes d'autres pays et la situation des migrantes au Pérou, enfin d'une manière générale, d'autres pays d'Amérique latine, en Amérique latine, est loin d'être simple. Elles sont vraiment, notamment par rapport à leurs enfants, si le mari est violent, en fait, elles ne peuvent pas repartir. Enfin, l'enfant continue d'appartenir au père, en gros, plus ou moins. Donc, soit elles sont obligées de partir en catimini avec leur enfant pour sauver leur peau, soit elles sont obligées de le laisser à un père violent. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve ici aussi, mais qui, disons, la loi est encore moins de leur côté là-bas. Bref. Et donc, avoir ces récits de femmes et des récits de femmes qui, par ailleurs, étaient employeuses, et d'entendre à ce moment-là, dans un moment d'effervescence féministe, donc sans dire « oh, elles ont exactement la même vie », évidemment que non. Mais de voir quand même que sur ces enjeux-là, les récits à la fois en termes de stratégie des agresseurs, d'impact sur leur vie, de séquelles traumatiques, et pour les très rares qui ont porté plainte, et effectivement les seules que j'ai entendues pour la majorité, elles venaient plutôt des classes moyennes et supérieures, mais le fait que non seulement elles n'aient pas obtenu justice et qu'elles aient été revictimisées très violemment par l'État, il y a un certain nombre de travaux, notamment ceux de Jennifer Freyd, qui démontrent que la revictimisation institutionnelle, donc le fait d'être victime de... on dit victim blaming, mais de s'entendre dire « ah, mais vous avez aussi, vous aviez bu, etc. » Enfin, voilà, que on inverse le rôle du coupable et de la victime, notamment de la part des institutions, ça aggrave les symptômes du stress post-traumatique, en fait. Cette première partie d'interview avec Laura Carpentier-Goffre s'achève, histoire d'intégrer son approche fine et aboutie. Son cheminement de pensée se déroule comme un fil. Je vous donne rendez-vous dans le second épisode pour découvrir la suite de ses recherches et découvertes.